toi, Nathalie, en tant qu'illustratrice, c'est pareil, tu as eu des rapports avec la maison d'édition ou ça se faisait par le biais de Minuit? Alors, sur les illustrations à l'intérieur du livre, on a eu peu d'échanges. Voilà. Alors, on avait proposé des illustrations en même temps que le manuscrit, et puis après, je les ai retravaillées quand même. Donc, alors, c'était pratiquement les mêmes, mais il y avait des petits détails là, je les ai renettoyés. Il y a des petits détails que j'ai peaufinés. Mais non, voilà, ils avaient accepté d'emblée, donc on n'a pas trop touché les illustrations. J'ai eu plus d'échanges pour la couverture. Je crois que la couverture, on l'a proposée après l'acceptation du manuscrit. Au début, il n'y avait pas de couverture parce que la plupart des maisons d'édition choisissent leur propre couverture. Parce que c'est un élément de la promotion du livre et ils veulent qu'en fait le livre soit vendu. Donc en principe, l'auteur n'a pas son mot à dire sur la couverture. Enfin, souvent, l'auteur n'a pas son mot à dire sur la couverture ni sur le titre. Et là, on a eu la chance de pouvoir choisir à la fois la couverture, le titre et même la disposition intérieure. Parce qu'en principe, l'auteur n'a vraiment pas son mot à dire. Pareil, sur la disposition intérieure, dans une grosse maison d'édition, j'aurais pas pu choisir la police, par exemple. Alors que là, on a vraiment été en discussion pour tout de A à Z, quoi. On a pu tout discuter ensemble. Est-ce que c'est une partie de la production de livres qui t'a plu ? Oui. Oui, parce qu'on m'avait toujours dit, alors toi tu donnes ton texte et après l'éditeur choisit, enfin il va garder ton texte à la lettre, mais tu pourras pas dire comment sera un peu le résultat fini, quoi. C'est pas toi qui vas choisir et moi j'ai trouvé ça vraiment sympa de participer tout du long à la mise en page, pour que le résultat soit un peu comme on le voulait, quoi. Le texte, on peut le dire, mais le texte, à partir du moment où on signe un contrat avec une maison d'édition, le texte n'appartient plus à l'auteur. Le texte appartient à la maison d'édition pour un temps donné. Donc voilà, après l'éditeur est propriétaire du texte. Donc c'est vrai qu'après, alors il y a des échanges avec les auteurs sur leur travail de relecture et de correction, etc. Mais c'est vrai que le texte n'appartient plus. Donc l'auteur a plus son mot à dire ou sur la typo ou sur le choix de la manière dont il va être imprimé. Et là, il y a eu un vrai dialogue sur tout. Sur toutes les virgules, sur les points, sur la mise en page, sur la couleur du papier, il y a tout ce travail-là. Ce qui fait que vous n'avez pas été dépossédé de l'œuvre, en fait. Et non. Et ça, c'est intéressant. L'éditeur t'a donc laissé libre imagination et liberté sur cette couverture. Alors déjà, est-ce que tu peux nous la décrire ? À quoi est-ce qu'elle ressemble ? Elle est rouge. Rouge parce que le feu. Rouge parce que dragon, voilà, et avec une grosse aile de dragon en filigrane derrière, qu'on retrouve un peu partout dans le livre, cette aile de dragon. Et puis une écriture, voilà, le titre Angelica Brice contre les dragons avec des petites taches de couleur. Et puis un peu de blanc pour les mots autres, la maison d'édition, le nom de l'autrice et puis le tome 1, Maître Crame. Et alors, Angelica Brice contre les dragons, on s'attend presque à voir une fillette avec une épée et puis un dragon qui est en train de lui cracher des flammes dessus. Et c'est pas le choix, c'est beaucoup plus sobre. Oui, oui. C'est vrai que je me suis beaucoup inspirée des couvertures anglo-saxonnes, jeunesse aussi. Quand on va à Londres, il y a une librairie à Piccadilly qui est extraordinaire. La librairie, on a l'impression d'être à Poudlard, avec des escaliers en bois qui montent partout, etc., avec un rayon jeunesse incroyable. Et les couvertures, je trouve, sont beaucoup plus sobres. Est-ce qu'on a besoin de mettre un dragon qui crache des flammes avec une épée et une jeune fille qui court échevelée et en mini-jupe, souvent, sur une couverture, alors que c'est marqué Angelica Brice contre les dragons. On a déjà tout dans le titre. Donc cette sobriété, je trouve, est plus intéressante de suggérer aussi toujours l'image. On laisse la porte ouverte à l'imaginaire chez le lecteur et on ne lui impose pas une Angelica débridée. Donc le dragon, qu'est-ce que c'est ? C'est du feu. C'est un trésor, dans l'imaginaire, c'est un trésor, c'est du feu, c'est une aile, parce qu'il vole, c'est un peu de magie,
Donc je voulais l'introduire de manière beaucoup plus subtile, par des petites touches de couleur, et avec cette aile de dragon un peu récurrente qui symbolise finalement, est-ce qu'on a besoin de dessiner un dragon pour avoir l'imaginaire d'un dragon? Est-ce qu'une aile de dragon ou une petite langue de feu, ça suffit pas à suggérer un dragon? Donc voilà le parti pris, et puis le parti pris sur les lettrines, parce que voilà, on a des lettrines à l'intérieur. Donc j'ai dessiné les titres en dessinant les lettres une par une et en les ajustant et en les calant les unes avec les autres, toujours dans cette idée un peu de médiéval. Donc je suis repartie aussi d'une écriture médiévale que j'ai modifiée pour que ça colle avec les illustrations intérieures aussi. Et Minuit, toi, tu as pris part justement à cet exercice de couverture. Comment ça s'est fait? Il y a eu un échange entre toutes les deux, ou tu as fait confiance à Nathalie sur... Non, pour la couverture, je lui ai fait entièrement confiance. Et je trouve qu'elle représente tout à fait ce qu'on trouve à l'intérieur du livre, parce qu'avec une écriture à la fois médiévale et fantastique dans les lettres, et en même temps, comme on voit que l'aile du dragon, pour moi, c'est tout à fait ce qu'Angelica rencontre quand elle arrive chez les dragons, parce qu'ils sont tellement grands, ces dragons, que tout lui semble démesuré. Et c'est vrai que là, le dragon ne rentrait pas en entier sur la couverture. Il y avait juste son aile qui rentrait. Mais je suis pas du tout intervenue pour la couverture. En tant qu'autrice, t'aurais envie de te frotter à autre chose que la littérature jeunesse, ou c'est quelque chose vraiment que t'affectionnes? Rien que déjà en tant que lectrice, j'apprécie particulièrement la littérature jeunesse. Après, j'ai toujours un peu du mal avec les catégories. Et pour moi, la littérature jeunesse, c'est pas forcément une bonne catégorie parce que souvent les livres écrits pour les enfants peuvent être appréciés par les adultes aussi. Après, bon, dans l'autre sens, parfois ça marche un peu moins bien, mais bon, pourquoi pas. Après, j'ai jamais trop aimé qu'on donne des âges à partir de tel âge et tout ça. Je sais que, même quand j'étais enfant, souvent, ça m'intéressait pas trop de regarder à partir de quel âge c'était. Et aujourd'hui encore, je lis beaucoup de livres jeunesse. Donc après, j'aurais pas forcément envie d'écrire des livres spécifiques spécifiquement destinés aux adultes. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu d'inspiration pour écrire quelque chose de réservé à un public âgé. Mais après, écrire pour la jeunesse, je pense que ça permet d'écrire pour tout le monde en fait, parce que là, par exemple, Angelica Brise, à mon avis, peut être apprécié aussi par des adultes parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, des allusions, des références qui ne seront pas forcément comprises par les plus jeunes, mais après qui peuvent être saisies par un lectorat adulte. C'est très... En France, on a beaucoup de mal avec la littérature jeunesse, alors qu'en fait, c'est très, très, très riche. Il y a des auteurs excellents français en littérature jeunesse. Et on a ce clivage littérature sérieuse pour adultes et littérature jeunesse, qui semble un petit peu plus bricoleuse en fait. Alors qu'en fait, il y a une énorme qualité, il y a des auteurs qui sont extraordinaires. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'ai 50 ans, j'ai adoré Angelica. Et j'ai peut-être pas retrouvé, j'ai peut-être pas aimé pour la même raison qu'un enfant de 8 ou 9 ans va aimer. On n'a peut-être pas la même... on n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, on est différents, donc on va peut-être pas s'y retrouver de la même manière. Mais justement, dans les romans jeunesse actuels, il y a une richesse qui fait chacun y retrouve quelque chose. C'est dommage. J'ai pas l'impression que dans les pays anglo-saxons, ça soit comme ça. Voilà, Winnie l'ourson, c'est quelque chose d'incroyable et en France, on considérerait peut-être Winnie l'ourson pour les bébés, en fait, alors qu'en fait, c'est un livre incroyable avec des illustrations incroyables. Voilà, c'est dommage. C'est un regret. Il va falloir qu'on travaille plus notre littérature jeunesse, là, avec les auteurs qui sont super. Il faut vraiment aller à la rencontre de la littérature jeunesse. Et alors, même si t'aimes pas les catégories, il pourrait presque être dans la catégorie cuisine. Puisque moi j'ai eu faim en lisant tout le livre. Il y a des recettes dans tous les sens et il y a même la chance d'avoir une recette à la fin. Alors ça, c'était un clin d'œil que tu avais envie de faire?
Alors, disons que c'est plus personnel. Moi-même, j'adore faire la cuisine et la pâtisserie. Donc, c'est vrai que, comme on met un peu de soi quand même dans tout ce qu'on écrit, je pense, pour moi, c'était normal de faire une héroïne qui faisait de la cuisine et des dragons assez gourmands, quoi. Et cette recette qu'on trouve à la fin? Alors, cette recette qu'on trouve à la fin... comment dire, testez-la. Les écailles de dragon, des biscuits au chocolat et au piment. Donc pour les dragons et aussi pour ceux qui n'ont pas peur de manger un peu pimenté. D'un point de vue plus... parce que quand même, on a des auditeurs qui vont se dire, tiens, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Comment on fait pour se le procurer? Alors donc, comme on l'a déjà expliqué, il a été publié par les éditions des Lutins de Kélash. Donc en fait, pour le trouver, vous pouvez aller directement sur leur site, où ils ont une boutique en ligne. Et sinon, il est distribué dans toutes les librairies de France. Par contre, comme c'est une petite maison d'édition, vous ne le trouverez pas en vitrine ou dans les rayonnages. Il faudra le demander à votre libraire qui le commandera, lui, sur Internet. Mais après, vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Et moi, je suis arrivée à la fin de ce tome 1 et je me suis dit, non, quand est-ce qu'il sort le 2 et le 3? Normalement, c'est prévu pour le printemps 2021, la sortie du 2e tome. Et le 3e devrait être dans la foulée dans l'année 2021 aussi. Comme les 3 tomes sont déjà écrits, ça va aller assez rapidement. Il y aura juste le temps donc, de relecture avec Bérangère Bouffault, directrice de collection. On attend avec énormément d'impatience la sortie de ces prochains tomes. Et merci beaucoup à toutes les deux, Nathalie Le Reste et Minuit, déjà pour ça, pour ce livre, et puis pour votre venue. Merci de nous avoir accueillis. Merci Marion. Merci à Radio Alto. Et pour nos auditeurs Beaujus, le volume 1 d'Angélica Brise contre les dragons est en vente à Radio Alto. Friandard, l'émission culturelle d'Alto.